Mesdames et messieurs, chers internautes fidèles à N-Sup Media TV, bienvenue dans Zoom Sur. Zoom Sur, l'émission qui s'est donnée pour mission de faire valoir de nouvelles références, ceux dont la jeunesse a besoin réellement. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cabinet, pas comme les autres, un cabinet dirigé par une femme dans l'ombre, mais une femme qui fait jaillir le talent qui est en vous. Et quand je parle de ça, je me retourne vers Madame Awa Ndoye Diop. Madame Awa Ndoye Diop, bienvenue, bonjour. Bonjour monsieur, j'espère que l'émission va bien se dérouler et je remercie et salue en même temps tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. D'accord, merci beaucoup. Madame Awa Ndoye Diop, comment peut-on vous définir? Qui est Madame Awa Ndoye Diop? Inconnue et connue des étudiants, de certains Sénégalais de par la télé, mais votre personnalité, comment vous décrivez-vous? Qui est Madame Awa Ndoye Diop? Bon, je n'ose pas dire que je ne peux pas me présenter, mais je vais le faire à ma façon. Awa Ndoye Diop, comme vous l'entendez, c'était un enfant très terrible des HLM, qui est su peut-être par la grâce de Dieu, par l'aide de son environnement, booster les talents qui sommeillaient en elle-même. Qui suis-je? Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les discussions, je pourrais mieux me présenter pour vous dire mes ambitions, vous dire mes forces, mes faiblesses, etc. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants. Parce que quand je développe la connaissance de soi, il y a des questions que je leur pose en disant que toute personne qui se connaît doit être en mesure d'au moins de reconnaître ses valeurs. Et parmi mes valeurs, je suis lébou. Et tout le monde sait qu'en tant que lébou, tu as des fiertés. De la fierté qui est différente de l'orgueil. Comme j'ai l'habitude de le dire, parce que quand on parle d'orgueil, c'est l'arme de Satan. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse dans mes valeurs, c'est surtout la fierté d'être lébou, la fierté d'appartenir à une lignée où on privilégie la bravoure, où on privilégie l'esprit entrepreneurial et l'esprit entrepreneurial qui n'a pas de sexe. Qui n'a pas de sexe, vous comprenez. Ou aussi parmi les valeurs, on nous parle du djom, du ngor, de la dignité, djom, bravoure, ngor, dignité, la persévérance, mais surtout la croyance. Parce que permettez-moi de dire que parmi les valeurs, tu peux perdre tout, rester avec ta croyance et rester toi-même. D'accord. Ça, c'est une description assez fidèle de vous, car certains disent que par rapport à votre génération, à vous, être femme, aller à l'école, faire des études supérieures et devenir entrepreneur, avoir cet esprit managérial, est-ce que c'était facile? Ou c'est votre environnement, votre famille qui vous a boosté ou qui vous a permis? Ou bien vous avez eu à faire renforcer? Je commencerai par dire que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Si tu penses que tu dois prendre ce chemin parce que c'est facile, je te demande de laisser tomber. Si tu ne dois pas rencontrer de difficultés sur ton chemin, si tu choisis ce chemin parce qu'il n'y a pas de difficultés, je te dis que tu n'es pas armé de volonté, tu n'es pas armé de croyance, encore une fois, parce que même dans notre Saint-Coran, Dieu dit « je suis avec les endurants ». Donc il y a des difficultés, mais aussi je suis né dans un environnement entrepreneurial, pour dire vrai. Ma mère qui a laissé ses études, j'aime beaucoup parler d'elle parce que c'est elle qui m'a inspirée, c'est elle qui est mon modèle, ma référence. Donc pourquoi? Parce que c'est une dame qui s'est battue, qui s'est battue pour pouvoir nous offrir une vie décente, qui s'est battue parce que si je vous dis que mon papa est parti à la retraite quand je suis née, quand j'étais née, vous n'allez pas me croire. Donc c'est une dame qui n'avait pas des diplômes extraordinaires, mais qui, par le biais de certains business, comme j'ai la fierté de le dire, la vente de tout, feuilles Espagne, tout ce qui est fruits, comment il
il s'appelle, poisson sec et tout ça, la vente de légumes, en passant par la vente de friperies, en passant par la vente, par la gestion d'un restaurant, ce qu'on appelle les gargotes, tout ça. Elle est arrivée à nous entretenir par la grâce de Dieu. Donc je dis que je suis née dans un environnement entrepreneurial où aussi le papa, on l'appelait américain parce qu'il était très rigoureux dans sa façon d'éduquer, dans sa façon de concevoir les choses. Il était menuisier métallique et quand il concevait certaines choses, mais il y a des objets qu'il a eu à concevoir. Il est décédé depuis 2009 et jusqu'à présent on garde ces objets-là. Alors que quand il le concevait, il était en activité. Donc c'était bien avant ma naissance. Donc c'est juste pour dire que je suis née dans cet environnement entrepreneurial. Mais aussi j'ai su profiter de ça. Parce qu'une personne peut naître dans un environnement entrepreneurial et ne pas l'exploiter. Mais très tôt, quand j'ai eu mes diplômes, etc., je m'étais dit que je n'allais pas mourir employée. Et je dis que au moins Dieu a exaucé un vœu. C'est sûr que je ne vais pas mourir employée. Vous allez payer des salaires et pas les salariés. Exactement, parce que j'ai toujours trouvé que c'était le plus noble des métiers. J'ai toujours trouvé que c'était le plus généreux des métiers. Parce que quand tu es employé, tu as un seul salaire. Et le salaire ne te suffit même pas. Par contre, quand tu es employeur, au moins tu embauches une personne que tu payes. Et cette personne, à travers son salaire, entretient une famille. Ce qui veut dire que si la famille de cette personne prie pour cette personne, de façon indirecte, on est en train de prier pour toi. D'accord. Et par rapport toujours à vous, Madame Amboudio, certaines personnes qu'on a eu à approcher nous ont révélé que vous êtes une personne d'assez pieuse. Une personne d'assez pieuse qui se réfère toujours au Coran, qui se réfère toujours à sa religion pour pouvoir avancer. Est-ce votre force mentale, ou bien c'est juste un estime par rapport à la religion que vous avez, ou bien à l'éducation que vous avez reçue? J'y crois fortement. J'y crois fortement. Je crois fortement à ma religion. Je crois fortement au Saint-Coran. À ces 114 versets qui résument tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce bas monde-là. J'y crois fortement dans la mesure où je venais de te le dire tout à l'heure, perds tout, reste avec ta croyance, tu n'as rien perdu. Parce que le soleil brille pour tout le monde, Dieu est là pour tout le monde. Donc si tu pars demander peut-être à un marabout de prier pour toi, peut-être que ça peut aboutir. Mais si tu pries pour toi-même, tu sais ce que tu as dans le cœur. Et la manière dont tu l'exprimes, peut-être que le marabout que tu conçois ne va pas l'exprimer de la même manière. Et à chaque fois que je dis que non, il faut que ça passe. C'est comme si Dieu est là devant moi pour dire que ça va passer. Et j'y crois. Voilà. Cette confiance en ces 114 versets, elle est là depuis votre temps d'enfance en tant que lébou. Parce qu'on connaît qui dit lébou, qui dit religion, dit école coranique dès le bas âge. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué donc? Dès le bas âge. Dès le bas âge. Parce que j'avoue que quand on était enfant, mon père ne nous laissait pas nous occuper durant les vacances. On allait faire l'enseignement coranique durant les vacances. Les 9 mois, tu es à l'école, mais les 3 mois, même si tu joues, tu vas apprendre le Saint-Coran. Tu vas apprendre, comment il s'appelle, ta religion. Et par là, je profite de cette occasion pour prier pour un de nos guides qui nous a enseigné beaucoup de choses, qui s'appelle Oustaz Senghor, qui habitait les HLM 2, qui est décédé et qui nous a appris pas mal de choses. Il y a aussi un autre papa qui s'appelle Papa Pandoui, qui habitait HLM 1, qui nous a appris pas mal de choses en matière de croyance. J'en profite aussi pour prier, je ne cesse de le faire, à mon grand frère, que je considère que j'ai toujours considéré comme mon guide religieux, que j'ai toujours considéré comme ma référence, qui n'est plus de ce bas monde,
qui m'encadrait, qui était en même temps mon enseignant à mes heures perdues quand j'ai terminé mes cours à l'école, mais en même temps mon guide religieux. Parce qu'il m'a appris pas mal de choses à travers le Saint-Coran, à travers la sourate Ayatul Kursi. Je me souviens des moments où on apprenait ça, qui s'appelle Mohamed le Soleil Ben Abdallah, qui nous a quittés en 2001, paix à son âme. Mais sois fier, mon grand frère, parce que tout ce que tu avais entamé, rassure-toi, tu as laissé un legs qui est en train de continuer le chemin. C'est tout ce que je dis pour cette personne qui représente beaucoup de choses pour moi. D'accord. Madame Diop, quand on voit que dans ce 21e siècle dans lequel nous vivons, l'islam, les religions, que ce soit l'islam ou bien le christianisme ou autre, le judaïsme et autres, sont des religions qui sont en train d'être déviées, bafouées en quelque sorte, ou bien transformées pour faire valoir la violence et autres. Quel est votre sentiment, vous qui avez eu à apprendre les 114 versets, vous savez que l'islam est une religion de paix? Alors, je commence par dire que je n'ai pas maîtrisé tous les 114 versets, parce que Koudé Aksabame, j'ai appris le Coran, j'ai appris ma religion, ça me permet de pratiquer ma religion et à faire de mon mieux pour suivre le droit chemin. Je me dis que toute personne qui se cache derrière cette religion pour faire la violence n'est pas un religieux. C'est tout. Parce que tu sois chrétien, que tu sois musulman, etc., ce sont des religions de paix. De toutes les façons, même à travers le Saint-Coran, on nous parle toujours de paix, on nous parle de voisinage, on nous parle du respect de ton prochain, on nous parle de l'amour de ton prochain, même si vous ne partagez pas la même religion. Et Dieu même nous le dit en disant crois à ce que tu crois et laisse l'autre croire à ce qu'il croit. Est-ce que tu dois t'appuyer sur ta religion pour pouvoir agresser l'autre? Je dis que toute personne qui le fait, et même, je ne m'arrête même pas là, que nous pratiquons, qu'on soit musulman, qu'on soit tidjane, qu'on soit mouride, qu'on soit, etc. Si chacun veut tirer le drap, la couverture sur lui-même, donc là tu oublies ton voisinage, tu oublies ton voisin. Dieu ne nous a pas recommandé ça, nos guides religieux ne nous ont pas conseillé cela. Comment ils ont fait pour faire face aux Occidentaux? C'était par le biais, oui, la cohésion d'équipe. Et aujourd'hui, on se dit talibé et on utilise les noms de nos marabouts pour raconter du n'importe quoi. On utilise les noms de nos marabouts pour jurer je sais pas, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Ou bien on aime inventer des choses et dire que c'est mon mara qui a dit. Où est-ce que le mara l'a écrit? En tout cas, faisons très attention à tout ce que nous faisons, parce que nous avons des religions de piété, des religions de pitié, des religions de partage, d'acceptation de l'autre, d'acceptation de soi. Donc que chacun garde sa foi, et le fait d'être croyant, ce n'est pas quelque chose qu'on écrit sur son front, c'est quelque chose que tu dois ressentir au fond de toi. Chers téléspectateurs, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une émission de religion du vendredi, mais qui parle d'entrepreneuriat, doit passer par tous ces chemins-là. Et quand je parle de tous ces chemins-là, je me tourne vers Madame Diop, maintenant professeur en marketing de soi, management de soi, coaching. Est-ce quelque chose de facile, ou bien est-ce que vous vous êtes levé un bon jour pour dire il faut que je coach les autres, il faut que je coach mes petits frères, mes enfants et autres? Alors je vais un peu titiller mes collaborateurs professeurs, mais ce n'est pas professeur, c'est coach. Il y a une différence entre professeur et coach. Quand on dit professeur, c'est quelqu'un qui suit les normes pédagogiques, etc., pour pouvoir délivrer le message en préparant ses supports, en projetant, en faisant des devoirs, etc. C'est différent du coach. Le coach est positionné comme un copilote. C'est comme quelqu'un qui veut conduire son avion, ok, et tu ne conduis pas seul ton avion. Il y a à tes côtés un copilote. Et le copilote, son rôle, c'est
qu'il est là pour te guider, pour t'orienter, pour t'assister, pour te booster et te faire croire en toi. Ce que peut-être le professeur n'est pas amené à faire parce que le professeur, il est spécialiste dans un domaine, alors que le coach est général. Le coach peut toucher tous les domaines, que ça soit finance, marketing, etc. Le plus important, c'est qu'il puisse t'aider, toi, à résoudre tes problèmes et non à faire un cours magistral. C'est ça la différence entre être coach et être professeur. Nous, on est des boosters de talent. Le coach est un booster de talent. Le coach te pousse à dévoiler tes talents cachés et à dépasser tes limites, à briser le plafond de verre que tu as pu installer sur ta tête qui t'empêche d'évoluer. C'est ça le rôle du coach. Voilà. Et comment cela, vous est venue cette ambition de vouloir faire de vous, de votre vie, de votre temps, le passe-temps de briser ce verre imaginaire que beaucoup de gens se... Alors, vous savez, il y a des métiers qui sont innés ou humiliables. Encore une fois, je te renvoie vers ma mère. Parce que quand on parle du coaching, c'est le fait d'aider une personne à résoudre ses problèmes en adoptant ce qu'on appelle cette attitude positive. Et depuis que je suis petite, je voyais ma mère aider les gens qui avaient des problèmes et les conseiller. Bien vrai qu'elle n'est pas trop âgée, mais elle avait cette sagesse de conseiller les gens pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes et surtout dans la discrétion. Et le rôle du coach, c'est ça. On te demande d'accompagner la personne pour qu'elle puisse résoudre ses problèmes et que ça puisse rester entre vous. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose que j'ai hérité. Après, c'est vrai que de fil en aiguille, quand tu apprends le management, on te parle de certaines choses que nos grands-parents, que nos parents vivaient, etc. Et toi, tu te dis que j'ai appris une nouvelle matière, mais c'est parce que tu n'as pas eu cet œil observateur pour comprendre que c'est quelque chose qui a commencé à évoluer dans ton environnement. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, l'homme est asocial, c'est son environnement qui le rend social. Étant donné que c'est ton environnement qui te rend social, ce qu'on te demande, c'est d'être observateur pour voir tout ce qui t'entoure et surtout apprécier positivement. Donc c'est quelque chose qui était là, que je voyais ma mère faire. Et c'est ça que je continue au sein du cabinet. Tu es là, tu as un problème. Moi, je suis là. C'est vrai que le coaching, c'est par des questionnements, etc. Mais la finalité, c'est qu'on puisse ensemble résoudre le problème que tu as eu, mais après en gardant la discrétion. Après, quand j'ai commencé à travailler, cette chose a commencé à se dévoiler en moi parce que là où je travaillais, les étudiants se confiaient à moi. Comme ce que je voyais avec ma mère, les gens se confiaient à elle et elle les aidait à trouver des solutions, elle les conseillait, etc. Sans arrière-pensée. Et moi aussi, je faisais ça dans mon bureau. À chaque fois que les étudiants venaient, je recevais pas mal de problèmes des étudiants qui étaient dans des difficultés extrêmes. Et à travers peut-être le verbe que j'utilisais, j'arrivais à les conscientiser. Et c'est eux-mêmes qui revenaient me dire tu m'as aidé. Et ce mot tu m'as aidé à ne pas prendre le mauvais chemin m'a dit c'est ça ton métier. C'est pourquoi après j'ai poussé jusqu'à aujourd'hui être coach certifié. D'accord, coach certifié, mais est-ce facile? Parce que quand on sait qu'il y a des soucis à n'en plus finir, vous devez être sociologue, psychologue, grands-parents, maman, papa, tout dans tous ces domaines. Mais est-ce facile? Est-ce quelque chose où vous pouvez assurer à la personne qu'il aura un résultat au final? Vous savez, comme on le dit dans la loi d'attraction, tes pensées deviennent des faits. Si tu penses que même si tu es conseiller, tu ne pourras pas résoudre ton problème, ce n'est pas la peine d'aller consulter le coach. C'est pas parce qu'on cherche de l'argent qu'on va te dire que nous serons capables de résoudre tous tes problèmes. Parce que, comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu viens avec un problème, c'est parce que tu as la ferme volonté de résoudre ce problème-là.
Et nous sommes là en tant que facilitateur, en tant que coach pour pouvoir t'orienter, poser des questions, t'ouvrir les yeux. Parfois, c'est un petit problème dont tu ignorais ou bien un petit problème que tu minimisais et qui a pris de l'ampleur et petit à petit, on t'aide à résoudre cela. C'est facile, c'est pas facile. Certains diront que oui, personne ne peut résoudre mes problèmes, mais toute personne qui dit que personne ne peut résoudre mes problèmes, cela veut dire que tu n'es pas prêt à résoudre tes problèmes. D'accord. En 2014, si je ne m'abuse, vous mettez en place votre cabinet. En 2013. 2013, cabinet Active Consulting, où vous faites du coaching, de l'événement, tout cela, et vous employez votre rêve, on peut dire, c'est réalisé donc. Oui, je remercie le bon Dieu, mais je viens de commencer. Je viens de commencer. Le cabinet a fait 5 ans. On a créé le cabinet en 2013. J'ai créé du moins le cabinet en 2013, cabinet Active Consult, qui évolue dans 4 branches. La première branche concerne le coaching. Quand on parle du coaching, c'est tout ce qui est coaching individuel, comme je viens de vous le dire. Et en faisant le coaching individuel, on fait même des tests de personnalité, des tests psychotechniques pour permettre à la personne de voir de très près ses forces, ses qualités, ses pistes d'amélioration, etc. On fait aussi du coaching d'équipe. Le coaching d'équipe, c'est quand une institution, une entreprise nous sollicite pour pouvoir résoudre un problème ou bien des problèmes, jusqu'à l'animation de team building. L'autre volet, ça concerne tout ce qui est entrepreneuriat, parce qu'on se dit que nous sommes en Afrique et nous sommes persuadés qu'à l'horizon 2050, l'Afrique va soutenir l'économie mondiale. Et cela a même commencé. Qu'on y croit ou pas, mais cela a démarré. Okay? Et c'est pourquoi on va accompagner les porteurs de projets, on va accompagner les entrepreneurs à développer leur propre business. Le troisième volet, ça concerne tout ce qui est installation bibliothèque, installation centre d'archives, jusqu'à la numérisation du fonds d'archives ou la bibliothèque numérique. Parce que aussi, j'ai fait l'école des bibliothécaires archivistes et documentalistes. Et j'ai dit qu'on va capitaliser tout ça pour pouvoir aider les entreprises à développer le maximum d'activités. Et le dernier volet, c'est tout simplement l'organisation d'événements. Parce qu'on a l'habitude d'organiser des événements, que ce soit des arbres de Noël, que ce soit des fêtes d'année, que ce soit des conférences, etc. Donc, on l'a intégré dans nos activités, ce qui nous permet aussi d'apporter notre touche innovation pour pouvoir améliorer la manière d'organiser les événements. Dans un monde assez macho, où tout le monde dit que ce sont les hommes qui doivent être devant de la scène, est-ce que ça a été facile pour vous? Parce que beaucoup se disent maintenant dans l'esprit entrepreneurial, non, moi, pour une seule personne, ce sera difficile de mettre en place tel ou tel. Est-ce que vous avez eu ce blocage? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai changé quand je venais de lancer le cabinet. Au passage, je remercie ce tonton Lamine Touré. Il me disait, Awa, le soleil brille pour tout le monde. Et je crois à cette phrase-là qui fait partie de mes leitmotifs. Et à l'entame de mes propos, je t'avais dit aussi que l'entrepreneuriat n'avait pas de sexe. Ouais. Si tu comprends bien. Parce que je savais que cette question allait venir. Ouais. Parce que même si on parle d'entrepreneuriat féminin, je dis que l'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Je demande aux femmes d'oser seulement. C'est quoi? L'homme peut le faire, la femme peut le faire. Et puis quand on parle d'entrepreneuriat, la femme a le souci du détail. Et l'entreprise, quand tu gères une entreprise, tu dois gérer les moyens de détail pour pouvoir faire face aux concurrents, pour pouvoir faire face à l'évolution du marché, pour pouvoir pour avoir un œil sur l'équipe que tu encadres, etc., etc. Tout ça, j'ai dit qu'en aucun moment, je me suis comparée aux hommes. De toutes les façons, je n'ai eu que des amis hommes. Ouais. Donc, même si on parle de concurrents, moi je préfère parler de collaborateurs. Je préfère parler de partenaires
parce que je collabore avec beaucoup d'hommes, etc. Et ça ne m'empêche pas d'évoluer, ça ne m'empêche pas de me confirmer. Comme je te l'ai dit, si tu crois en toi, si tu crois en tes idées, si tu crois en tes compétences, tu ne dois pas avoir de limites par rapport à ça et dire que c'est seulement les hommes qui entreprennent. C'est seulement les hommes qui entreprennent. Et toi, est-ce que tu as essayé? Essaye et tu verras. D'accord. Madame Diop, maintenant, dans ce 21e siècle, je reviens toujours à ce 21e siècle parce qu'on pourrait dire que c'est le siècle des problèmes, surtout par rapport à la jeunesse, qui ont quelquefois un certain blocus par rapport à l'entrepreneuriat, qui se disent que c'est assez petit, je dois démarrer avec une grosse entreprise avant de m'éloigner. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on ne devrait pas démarrer dans sa propre chambre ou bien dans son garage pour pouvoir espérer terminer avec une entreprise building 2 ou 3? Vous savez, comme on a l'habitude de le dire en Wolof, si tu veux entreprendre aujourd'hui, réussir aujourd'hui, être riche aujourd'hui, tu rêves. C'est pas possible. Tantôt, je t'avais parlé de l'endurance. Entrepreneuriat rime avec endurance. Parce que là, tu laisses un salaire et tu vas vers un monde incertain. Ce monde incertain, c'est toi qui dois rendre ce monde certain. Comment? En développant tes astuces, mais aussi en osant démarrer tout petit. Parce que la vie, c'est comme les marches des escaliers. On n'a jamais vu un bébé naître aujourd'hui, marcher et sauter aujourd'hui. C'est pas évident, c'est pas possible. C'est vrai que nous avons affaire à des natifs technologiques, des gens qui sont nés sous l'ère de la technologie. Voilà, moi je me moque de certains en disant même 3.0. Ok, parce qu'ils pensent que la vie c'est une course-poursuite. Alors que pour pouvoir réussir, c'est une course de fond et non une course de vitesse. Donc l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est un vrai marathon, c'est une course de fond carrément. Il faut être endurant, il faut être prêt psychologiquement, il faut être engagé, il faut être motivé et il faut être passionné. Et je dis tout le temps que faisons de telle sorte que notre métier soit notre passion et que notre passion soit notre métier. Si tel est le cas, tu ne vas même pas regarder le temps qui file. Un entrepreneur, c'est aussi la réduction du temps de sommeil. Les jeunes veulent dormir trop, veulent poireauter trop, veulent passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, même ces professionnels rares sont ceux qui sont là-bas, Instagram, Snapchat, etc. Tu veux passer 2 heures de temps là-bas et tu veux réfléchir. C'est pas possible. Il faut avoir des priorités, savoir ce que tu veux, savoir concrètement tes ambitions et surtout, je dis bien, savoir quelles sont tes motivations personnelles. Qu'est-ce que tu veux résoudre? Pourquoi tu veux entreprendre ou bien pourquoi tu veux réussir? Je ne cesse de le dire. Tu veux réussir parce que tu veux aider tes parents, tu veux réussir parce que tu veux offrir une vie meilleure à tes enfants, tu veux réussir parce que ce que tu es en train de vivre dans ta famille, tu penses que tu dois être le héros de la famille et non le zéro de la famille. Et si tu sais quelles sont tes motivations personnelles, j'ai dit que tu ne dois même pas attendre que ton réveil sonne parce que tu es pressé de te lever parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Alors, c'est juste pour dire que pour être entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut être rigoureux envers soi. Je ne cesse de le dire, c'est pas être rigoureux envers les autres, c'est être rigoureux envers soi. C'est vrai que quand tu vas vouloir être rigoureux envers soi, tu vas recevoir beaucoup de critiques, tu vas recevoir des gens qui vont te dire non, il y a des affaires comme... C'est pas le souci par rapport à la société sénégalaise. Parce que quand vous venez vous exposer une ambition, un projet, la majeure partie du temps, on vous fera part des points négatifs plutôt que de vous faire voir les opportunités. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, déjà, ce que je demande, c'est qu'on puisse se comporter comme un cheval. Parce que le cheval est l'expert en gestion des émotions. Je dis tout le temps que je ne suis pas facilement déstabilisable. Tu
tu peux me faire les choses, j'affiche mon sourire parce qu'au fond de moi, je sais comment je peux gérer telle situation ou telle situation. Même si je ne sais pas, même si je n'ai pas toutes les astuces, mais j'ai au moins une astuce pour pouvoir gérer cela. Adoptons le style du cheval, qui est l'expert en gestion des émotions. Parce que déjà, quand on critique ton projet, automatiquement tu deviens émotif. Et tu te poses beaucoup de questions. Quand je parle du cheval, je dis que le cheval ne rumine pas sans cesse sur ce qui a engendré la situation et ne pose pas la question pour culpabiliser l'autre, mais pour pouvoir passer en revue sa façon de faire. Une introspection. Une introspection. Ok. Si tu reçois quelqu'un, si tu présentes ton projet à quelqu'un qui te dit non, ça va pas marcher, ça ne marche pas. Ok, je dis c'est vrai, mais au fond de toi, est-ce que tu as consulté la bonne personne? Parce que si tu consultes une personne qui a peur d'entreprendre, tu lui parles d'entrepreneuriat, c'est normal que cette personne puisse te transférer sa peur. Et quand tu reçois une peur, mais c'est une émotion qui est négative et qui installe des doutes dans ta tête. Il faut choisir les bonnes personnes. Il faut choisir des personnes positives. Il y a des personnes qui sont négatives. Tu n'as pas besoin de les consulter. Ok, peut-être que tu peux les consulter. Leurs paroles deviendront tes forces pour pouvoir réussir ton projet. Mais il faut savoir choisir les personnes qui vont te conseiller. Il faut s'entourer de positive vibes, comme les Anglais le disent. Exactement. Il faut savoir bien choisir ses compagnons. On te dit que si tu n'es pas capable de transformer cette personne négative en personne positive, laisse-la et continue ton chemin. Et tu verras qu'après cette personne va se dire ah, je ne savais pas que c'était possible. Il y a combien de personnes... Voilà, il y a combien de personnes qui disent ça? Ah, je ne savais pas que tu... Voilà. Donc, c'est juste pour dire que si tu veux être entrepreneur, il faut être rigoureux avec soi-même. Même si on te critique, prends ces critiques du bon côté. Mets des œillères, comme le cheval porte ses œillères. Sois focus sur tes objectifs et fonce. Fonce, tu peux échouer comme tu peux réussir. Mais aussi, comme le dit Nelson Mandela, l'échec n'est pas fatal. Tu peux tomber, mais il faut savoir te relever. Parce que la vie, c'est échec, jusqu'à réussite. Est-ce que tu dois laisser tes ambitions parce que telle personne t'a dit que ça ne va pas marcher, ou bien tu vas continuer tes ambitions parce que tu y crois carrément? Et ça doit te motiver. Parce que à chaque fois, même si tu perds un marché, comme j'ai l'habitude de le dire à mes collaborateurs, je dis que à chaque fois que je perds un marché, je dis Alhamdulillah. Pour certains, ils sont tristes. Mais à chaque fois que je perds un marché, et ça je suis sincère avec toi, à chaque fois qu'on perd un marché, je dis Alhamdulillah. I always say Alhamdulillah. Parce que tout simplement, je sais que si on perd un marché, Dieu t'ouvrira d'autres opportunités. D'accord. Merci Madame Diop. Nous arrivons au terme de cette émission. Un dernier mot à l'égard de toute cette jeunesse, de vos étudiants, de toutes ces personnes qui vous suivent et qui ont beaucoup à apprendre de vous. Alors, déjà, le module que je développe souvent avec mes étudiants, c'est le management de soi et le marketing de soi. Management de soi, comment se gérer, et marketing de soi, comment se vendre avec un grand V. Je précise avec un grand V. Je précise avec un grand V parce que comment il s'appelle? Je commence par se gérer. Comment tu dois te gérer, comment tu dois te comporter, quelle attitude tu dois avoir à l'égard des autres, etc., etc. J'ai dit que tout ça doit être animé d'une grande dose d'humilité. D'une grande dose d'humilité. Être humble. D'une grande dose d'humilité. Parce que parfois, d'accord, peut-être que pour certains, et on a l'habitude de dire que chacun ne verra que ce qu'il a envie de voir. Mais en âme et conscience, toi, dis-toi que je vais tout faire pour rester humble. J'ai pas envie d'écraser les gens, j'ai pas envie de piétiner les gens, j'ai pas envie de sous-estimer les gens. Après, au moins tu quittes avec ta conscience. Et quand on parle du management de soi aussi,
c'est depuis la connaissance de soi, comment tu dois gérer tes émotions, jusqu'au niveau de leadership le plus élevé. Je dis tout le temps que souvent les gens disent je suis leader, mais être leader, ça ne se proclame pas. Je suis leader, un leader, ça ne se proclame pas. Un leader, on le désigne. Qui le désigne, ce sont les gens qui ont l'habitude de collaborer avec toi, qui voient en toi un certain niveau de sensibilité, ton sens très élevé du social, ton sens très élevé du partage. Et quand on parle de partage, c'est pas l'aspect pécuniaire, mais même partager ton savoir, partager pas mal de choses, partager ton expérience, c'est la générosité. Mais aussi ton intérêt individuel au service du collectif. Parfois, tu dois être prêt à t'oublier juste pour rendre service aux autres et se vendre avec un grand V. J'ai dit que là, tu mets en avant tes compétences, ton savoir, connaissance, ton savoir-être, comportement, ton savoir-faire, compétences et ton savoir-faire faire. Comment tu sais travailler en équipe. Ce que je sais faire, comment je peux le partager avec les autres pour qu'ils puissent faire au même titre que moi. Ça, c'est se vendre avec un grand V. J'ai pas dit se vendre avec un petit V où tu te prostitues, excusez-moi, et je ne cesse de dire qu'il y a deux façons de se prostituer, la prostitution corporelle que tout le monde connaît et la prostitution intellectuelle où tu vends tes idées sans t'en rendre compte. Donc voilà, je dis que vendons-nous avec un grand V, restons humbles, suivons nos instincts. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Le temps est réparti en trois temps, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures d'épanouissement. Si tu veux entreprendre, réduis ton temps de sommeil, réduis ton temps d'épanouissement et augmente le temps de travail tout en sachant que le travail fait partie de la foi. D'accord. Merci beaucoup Madame Diop, merci beaucoup chers téléspectateurs, vous qui nous suiviez sur MTV. J'espère et je pense que vous avez eu à retenir bon nombre d'émissions, bon nombre de leçons de cet entretien assez riche avec Madame Awa Ndoye Diop. Alors, réduisez votre temps de sommeil, réduisez votre temps d'épanouissement et augmentez votre temps de travail parce que le travail paye. Le travail, c'est pas seulement piétiner les autres, c'est ne pas s'autoproclamer leader, mais c'est se faire valoir et faire valoir ses compétences pour être dénommé leader demain. Merci beaucoup Madame Awa Ndoye Diop. Merci beaucoup. Merci à la réalisation qui était derrière les caméras et à Ramaraïcha Diop que je remercie parce qu'elle m'a bien tuyauté sur vous. Alors, à bientôt. Donc bonjour à Rama. Ouais, à bientôt pour un autre invité, une autre émission, Zoom sur. Les références n'en finiront plus. Merci beaucoup.